Mélinda Noët, bonjour. Bonjour Thomas. Nous sommes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Improviews. Nous sommes là pour 1 heure à parler d'impro. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Je suis Mélinda, je suis comédienne de formation, improvisatrice de mon état. J'ai 45 ans. Je suis vraiment principalement comédienne. Après, j'ai des activités annexes, un peu de mise en scène, tout ça avant, mais en ce moment, je suis surtout comédienne. Comédienne, donc un parcours d'abord théâtral, puis impro, ou d'abord impro, puis théâtre? Non, un parcours d'abord théâtral, exclusivement théâtral d'ailleurs pendant 6 à 8 ans. Et puis la découverte de l'impro, la révélation même impro. Et donc Alors, ça les veut dire deux. quoi la révélation impro? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est la découverte d'une forme de liberté et cette spontanéité de l'improvisation que je découvre complètement avec l'improvisation. Et on est en quelle année? Ça se passe où? Alors, nous sommes en 2000 et on est à Grenoble, dans une ligue d'improvisation. À l'époque, il y a beaucoup de ligues d'improvisation et il y a surtout des ligues d'improvisation. Et on est à la ligue, comment elle s'appelle à l'époque j'ai oublié, la LITI, la Ligue d'improvisation théâtrale de l'Isère, qui n'existe plus aujourd'hui. Et on est là et moi je fais du théâtre et j'ai une très bonne amie qui fait du théâtre avec moi et qui commence à me connaître un peu, me dit il faut que tu viennes essayer l'impro, je suis sûre que ça va te plaire. À l'époque, je n'ai rien à perdre, je dis bah oui, pourquoi pas, allons-y pour essayer. Et j'y vais pour essayer et je reste. Et du coup, comment se passe la découverte, les cours? Comment tu... Alors la découverte, donc c'est un atelier pro, puisque moi je suis déjà comédienne professionnelle, donc c'est un atelier de comédiens professionnels qui font de l'improvisation. Et les premières fois sont assez étranges, puisque le formateur, le directeur de cette ligue à l'époque, en gros, nous fait un échauffement, soit c'est un des comédiens qui le fait, soit c'est lui, mais c'est un échauffement assez court. Et puis de là, il nous dit, bon, l'exercice c'est ça, allez-y, faites-moi rire. Et donc, je suis un peu lâchée comme ça dans la nature, au milieu des autres comédiens qui sont très bienveillants, qui essayent vraiment de m'accompagner dans l'exercice. Et assez vite, je me prends au jeu, je m'amuse, je me dis, bon, j'ai pas d'autres billes, allons-y, essayons des choses, quoi. Je comprends assez vite qu'il faut essayer, que de toute façon, il va pas me guider beaucoup plus pour l'instant. Donc je fais ça, puis je prends le virus. Il y a Benoît Kopniaev qui fait partie des comédiens de cette ligue à l'époque, qui lui est beaucoup plus pédagogue et qui au bout d'un moment prend les entraînements parce que le directeur de la ligue en a marre de faire tout le temps les entraînements. Donc c'est Benoît qui prend les entraînements. Et là, Benoît étant aussi un homme de théâtre, il fait vraiment le lien entre le théâtre et l'impro. Et moi, ça se construit, quoi. Je vois vraiment les ponts entre les deux. Et du coup, ça nous intéresse justement d'avoir ce détail, ou quels sont les liens entre le théâtre et l'impro? Il nous amène, il nous pousse un peu plus dans la profondeur des personnages. On n'est plus sur allez, faites-moi rire uniquement. Il va nous chercher un peu plus, en tout cas dans les exercices et dans l'entraînement qu'on a quotidien. À l'époque, on est vraiment une troupe comme les ligues de cette époque, où on a des entraînements toutes les semaines. Et donc, dans ces entraînements, il va nous chercher dans nos personnages de théâtre, dans nos connaissances théâtrales pour nous ramener vers l'impro, en nous poussant à vraiment avoir des personnages qui ont un peu du fond, même si on est que sur des impros courtes à ce moment-là. Mais il nous fait déjà travailler avec ça, vraiment installer de la situation, pas être dans un no man's land, etc. Il nous ramène vraiment un peu déjà sur pas de la mise en scène, mais vraiment penser à la mise en espace quand on joue, etc. Et du coup, moi, ça fait vraiment le lien avec ce que je connais déjà. Donc, je suis pas perdue. Et par contre, il y a toute cette liberté, cette spontanéité que je ne trouvais que les soirs de grâce, j'ai envie de dire, quand j'étais au théâtre. J'étais quand même jeune comédienne à l'époque, j'avais 6 ans de théâtre derrière moi, 6-8 ans de théâtre. Du coup,
Cette spontanéité, finalement, c'est ce qu'on cherche tous les soirs au plateau quand on est comédien et qu'on rejoue le même spectacle 20, 30, 40, des fois plus. On cherche à chaque fois à recréer dans le texte et dans la mise en scène. On cherche toujours cette spontanéité, cette fraîcheur tous les soirs. C'est ce qui est le plus dur à trouver parce que apprendre un texte, des déplacements, comprendre des relations, j'ai envie de dire, tout le monde tous les comédiens peuvent le faire. Même tout le monde peut le faire. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que ce soit vivant, parce que ça reste vivant tous les soirs. Et l'impro, elle me fait comprendre ça aussi. Donc, ça m'apporte vraiment des choses dans mon travail de comédienne de théâtre. Et puis, je découvre la liberté de pouvoir emmener un peu plus de moi encore au plateau dans l'impro. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'improvisation dans le théâtre. Si, ça dépend du metteur en scène avec lequel on travaille. Alors, il y a beaucoup l'improvisation au théâtre, c'est ce que moi j'en connais, hein, je suis loin d'être une encyclopédie, mais de ce que moi j'en connais, c'est vraiment un outil de création qu'on va utiliser pour travailler sur le background des personnages, sur les situations qui peuvent être autour de ce qu'on est en train de travailler, pour venir nourrir justement ces scènes qu'on travaille et ces personnages au théâtre. Mais c'est pas en tant que tel. Après, l'improvisation, on va l'utiliser quand on s'est perdu, quoi. Quand on a oublié le texte, quand on est dans une situation où on ne devrait pas être, alors on va se rattraper, mais c'est toujours dans la peur parce qu'on s'est déjà trompé et qu'on est en train de rattraper quelque chose. Moi, je n'ai pas connu, avant de faire de l'improvisation, des moments de théâtre où on était autorisé à improviser sur le plateau. Donc du coup, comme il y a quand même cette notion d'erreur et tu te plantes au théâtre, hein, concrètement, quand tu bosses un Molière, tu bosses Phèdre, tu t'as pas le texte, hein, tu te plantes concrètement. Et donc, il y a de la peur quand même. Il y a une partie comme ça et qui ne te permet pas d'aller chercher toutes les petites choses qui restent quand même spontanées, que j'ai trouvées après, qui sont les regards, les respirations, les micro-gestes, les inspirations, toutes ces choses-là qu'après tu arrives à plus faire vivre dans ton texte. Pour moi, il y a un théâtre avant et un théâtre après avoir connu l'improvisation. Parce que j'ai continué le théâtre même après avoir découvert l'impro. Et c'est à ce moment-là, Looking for Juliet Looking for Juliet, c'est plus tard. C'est à nouveau réunir un peu les deux, puisque c'est la création d'un seul en scène. Où je triche un peu puisque j'ai avec moi un saxophoniste. Et donc c'est une création qui se fait uniquement à base d'improvisation. On a une trame écrite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut être comédienne, qui a envie d'être connue, reconnue surtout, mais qui n'a pas le profil, quoi. Qui n'a pas le profil pour jouer Juliette, notamment, qui n'a pas un profil de jeune première, et qui a une histoire familiale très compliquée avec une mère qui, elle, a été jeune première et très connue, etc. Et donc, j'écris ça avec Benoît Kopniaev, justement, donc c'est une écriture à 4 mains, et puis ensuite, lui, il me fait improviser, il réécrit par rapport à ce qu'on a improvisé sur les scènes, Est-ce qu'on peut etc. juste zoomer un peu sur, justement, cette technique d'écriture, comment vous utilisez l'impro pour créer, pour écrire, pour donner naissance à des scènes de ce spectacle-là? En gros, on écrit on écrit un peu au début ce personnage, ses ambitions, on le pose sans poser de texte, et puis on dit on la met dans un espace, dans une loge, et on laisse aller, improvise. C'est Juliette, donc c'est ce personnage avec ses attentes, avec un peu, on avait posé 2-3 personnages phares autour d'elle, qui la construisaient, elle, et improvise avec, et voit ce qui vient. Et donc moi je suis complètement libre d'improviser sur le plateau, et il y a Benoît qui est là et qui lui prend énormément de notes, mémorise des choses, des fois on enregistre même, et au fur et à mesure dans les improvisations, lui il relève des choses, il dit ça c'est super intéressant. Il y a même des nouveaux personnages qui surgissent pendant l'improvisation. On dit ce personnage il est super intéressant, ce serait bien qu'on l'exploite, qu'on en reparle. Et du coup il y a 7 ou 8 personnages au final dans ce spectacle. Donc je joue les 8 personnages, je joue Juliette, je joue sa mère, je joue un metteur en scène, je joue une jeune première, je joue sa grand-mère, je crois. Enfin il y a vraiment du monde là-dedans. Et c'est au fil des impros. Ça marche, on garde, on écrit, on retravaille. Moi j'apprends, je redonne au plateau, jusqu'à ce qu'on ait une écriture définitive. Pour le coup, dans le spectacle,
il y avait normalement plus de place à l'improvisation. Mais bon, j'ai, je crois, 12 ou 13 pages de texte complètes que moi, enfin même plus que ça, je ne sais plus, mais enfin, j'ai un nombre de pages exceptionnel, enfin pour moi, à mémoriser. Et du coup, il y a forcément des moments où je suis en impro. Mais comme je suis seule, j'ai moins d'angoisse. Et alors, je suis seule avec mon saxophoniste. Et comme on est très amis, on est connectés. Et du coup, quand moi je me plante, lui, il s'est ramené avec les thèmes musicaux. On arrive à tricoter tous les deux parce qu'on est connectés et qu'on sait où on va, qu'on connaît l'histoire. Et on arrive à tricoter ensemble. Donc, il y a des moments d'impro dans Juliette. J'aimerais qu'on parle de l'impro et du jeu burlesque, de toutes ces techniques de comédie, de ressort comique, de tout l'univers burlesque en fait que tu utilises beaucoup en impro. Oui. Alors, c'est quelque chose. Pour moi, le burlesque, comme on va l'aborder là, c'est ce qu'on appelle le théâtre physique dans d'autres pays. C'est pas le burlesque avec les. Faut qu'on soit clair, je ne le fais pas, je ne le fais plus. Donc du coup, c'est un jeu que je développe en fait quand je commence l'impro parce que j'ai une collègue dans cette ligue qui est très 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 bavarde en jeu et qui a beaucoup plus d'expérience que moi au tout début où je commence l'improvisation. Et donc pour trouver ma place au plateau quand je suis en impro avec elle, sans m'en rendre compte, je développe un jeu beaucoup plus physique, avec des mimiques, des intentions. Je travaille beaucoup le rythme, mais c'est pas conscient chez moi. Mais je pense que c'est à ce moment-là que je développe cette forme-là de jeu, de présence en fait. C'est vraiment une présence. Et pour, euh, pour être, euh, pour être au plateau, pour être là pendant les impros, sans être sur une lutte de parole permanente. Et je me rends compte qu'en fait, avec cette forme de jeu, bah, je prends la lumière, enfin, ça fonctionne vraiment. Et que des fois, juste sur une paire de sourcils qui se lève ou un micro-mouvement, bah, on prend toute l'attention du public. Alors que à côté, il y a quelqu'un qui est en train de faire blague sur blague, qui est très doué pour ça. Je me rends compte que ça fonctionne. Et c'est pas intellectuel ce que je suis en train de dire. Je m'en rends compte, je le ressens. Et du coup, j'accentue cette façon de jouer. Ça devient un peu, je sais pas si on peut dire une marque de fabrique, mais ça fait partie de mes gènes d'improvisatrice. Et puis après, en 2000, je suis très nulle dans les dates, mais en 2010, on va dire, je fais un stage avec Ami Attab, qui est un formateur qui travaille notamment au Samovar à Paris, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil sur des mises en scène clown, etc., qui est clown lui-même, et qui a développé toute une pédagogie autour qu'il appelle la grammaire de l'humour. Et je fais 6 semaines de stage avec ce gars. Est-ce qu'on peut justement développer cette grammaire de l'humour Ouais. parce que c'est un parcours qui est pas très courant dans le milieu de l'impro. Et ben, je fais donc 6 semaines avec ce gars où lui, il va mettre des mots, mettre une technique sur pas mal de choses que je fais déjà, mais que je ne m'étais jamais expliqué, que j'avais jamais fait clairement émerger. Et lui, il va nous faire travailler sur ce rythme, justement. Alors, il dit, il y a des gens qui ont ce rythme de fait, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et donc, il y a aussi des techniques pour l'apprendre. Et il nous fait comprendre que le burlesque, que l'humour, c'est vraiment une mécanique précise, presque d'une précision d'horlogerie. Et que le sourcil qui se lève à cette seconde-là, il marche pas. Un quart de seconde après, il marche. Un quart de seconde plus tard, il marche plus. Que vraiment, il y a une rythmique dans cet humour. Il vient nous expliquer, reprendre avec nous tout le fonctionnement du scénario, à l'intérieur du scénario, le climax et puis tous les micro-climax qu'il y a, etc., etc. Et moi, bien sûr, pendant que je travaille ça, qui est une horlogerie très précise, une écriture, ça me parle d'impro. Ça me parle de qu'est-ce que je mets en place au plateau en impro, comment ça résonne. Et est-ce que tu as des exemples concrets pour illustrer ça? Des exemples de sur travail des exercices, sur des scènes, que j'ai fait à avec quel moment lui. tu as pu utiliser?
Sur des scènes, sur du travail avec lui, par exemple, il y a un exercice dont je me souviens où il définit dans l'espace un couloir qui fait un angle comme ça. Et dans ce couloir, il y a un tableau ici, une pointeuse, un distributeur et dans l'autre couloir, un miroir. Et donc, il nous le fait faire une première fois. On a des personnages tirés des animaux, parce qu'on a fait un travail qui là vient de l'école Lecoq, parce que lui a fait l'école Lecoq à Miatab. Donc on a fait, parce que sur 6 semaines, on n'a effectivement pas fait que ça, on a fait tout ce parcours du travail des animaux de l'école Lecoq, sur lequel je peux revenir après, mais qui est très intéressant aussi pour ce travail-là, ce travail physique, ce théâtre physique. Et donc il nous dit, réagissez avec vos animaux sur chaque élément que vous allez rencontrer dans ce couloir. Et puis, donc il y a les premières réactions, il dit, cherchez pas à comprendre. Et là, il nous fait recommencer et de respirer en même temps, et de sentir le moment juste où ça doit tomber, d'être assez libre et en même temps assez investi pour sentir ce moment où c'est maintenant. Donc c'est de la liberté pour pas avoir en tête, parce qu'on l'a fait et refait ce couloir avec ces tableaux, là j'ai fait ça je sais pas combien de fois, sans jamais, à chaque fois qu'on rentre, sans jamais se dire je dois faire ça, parce que sinon ça tombe pas au bon moment, parce que c'est pas naturel. Donc, garder la liberté tout en étant tellement habité de ça que ça va forcément être au bon moment. Et il y a un moment où on finit par comprendre ça. Et là, ça devient encore plus jouissif, c'est quand on se met à jouer à deux. Et que pareil, on a un canevas assez précis, avec des points de rendez-vous précis, mais qu'on n'a pas le droit, parce que Amiatab, il est d'une finesse d'analyse dans le travail qui est... T'as un instant de doute qui passe dans ta tête, il le voit, dans tes yeux, dans ton corps, je sais pas, mais il le voit, tu ne peux absolument pas mentir au plateau avec ce gars. C'est d'ailleurs un peu flippant au début, mais après c'est très agréable de travailler comme ça. Et quand tu te mets à travailler à deux et que tu te rends compte que dans cette connexion jusqu'à la respiration, en fait, jusque vraiment le rythme intrinsèque de la scène, quand tu arrives à sentir ça avec l'autre, tous les rendez-vous ils sont là. Les répliques elles sont au bon moment, les mots ils tombent au bon moment. Et ça c'est génial. Enfin c'est jouissif quoi, vraiment. Est-ce que ces techniques-là, tu les utilises aujourd'hui sur scène quand tu joues en impro? Oui. Et est-ce que c'est possible de les utiliser avec quelqu'un qui n'a pas ce parcours? Oui. Oui, parce que c'est parce que souvent en improvisation, les gens avec qui je joue sont quand même des gens qui ont de la bouteille, qui savent ce que c'est que la connexion et autres. Et du coup, c'est à moi d'aller me régler, d'aller sentir ce rythme-là. Mais je le fais naturellement, parce que c'est un travail donc, que j'ai appris, puis que j'ai utilisé et réutilisé. Sortir de ces 6 semaines de stage, je me suis demandé comment je jouais avant. Je me suis dit, mais comment j'improvisais, comment je jouais avant ce stage, c'était quoi mes ressorts, qu'est-ce qui faisait vivre ce que je faisais. Et si on devait sortir 5 techniques ou 5 choses très concrètes qui sortent de ce parcours pour d'autres improvisateurs, ce serait quoi? La physicalité, alors ça c'est un mot, je ne sais pas s'il existe, mais la physicalité des personnages, c'est-à-dire vraiment les sentir dans son corps, et il n'y a pas besoin de se tordre, c'est le travail des persos d'utiliser vraiment son corps et pas juste sa tête pour les personnages. Donc des petits gestes, des choses qui marquent, donc les persos, même s'ils ne sont pas très, très forts, très caricaturaux. Il y a les personnages, il y a la respiration avec la connexion à la respiration de l'autre qui amène le rythme interne. 5, ça fait beaucoup. Je trouve que déjà être très connecté à ces deux choses-là, et puis la relation, sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est deux, se laisser traverser, garder la liberté. Tout à l'heure, tu as dit on reparlera plus tard de Lecoq, parlons-en maintenant. Ouais. Je disais on reparlera plus tard de Lecoq en parlant des techniques de travail de personnages par les animaux, donc que j'ai abordé avec Amiatab sur environ 1 semaine et demie. Je crois que ça dure beaucoup plus longtemps à l'école Lecoq, il me semble. Mais en tout cas, c'est une technique qui part de vraiment l'imitation au plus près possible avec nos capacités physiques. On ne sera jamais un lion, on ne sera jamais un corbeau, mais d'aller chercher l'imitation vraiment très proche de l'animal. D'abord, essayer d'être l'animal. Donc ça demande de pas mal lâcher prise, parce que voilà, quand il faut faire le chat, le serpent, ou des trucs qui ne sont pas du tout dans notre corps, là, faut vraiment essayer de jouer, d'aller travailler ça. Et ensuite, ramener
tout ce qu'on a pu prendre de rythme, de corporalité, aussi de place dans la chaîne alimentaire. Tu vois, ton personnage qui va sortir de ça, s'il a été un moineau ou s'il a été un aigle, il a en lui pas le même positionnement social par rapport aux autres personnages du plateau. Si ton personnage qui vient du moineau, il se retrouve au milieu de 5 personnes, il n'aura pas les mêmes rapports aux autres que celui qui vient de l'aigle ou du lion, quoi. Et ça, sans parler de corporalité, vraiment, dans comment je me positionne par rapport aux autres. Et donc, c'est ce travail-là, le coq, c'est aller chercher dans les personnages, c'est pas que ça, hein, mais c'est loin d'être que ça. Mais c'est cette partie du travail sur les animaux que moi j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup apporté parce que on fait ce travail sur les animaux, puis après tu l'étends à autre chose. Tu l'étends à, j'observe les autres. Moi, je passais, parce que j'ai moins le temps maintenant, mais des heures en terrasse à regarder les gens et à me dire, tiens, si j'étais lui, qu'est-ce que je devrais prendre? Comment il fonctionne? Comment il regarde? Comment il regarde pas? Comment il évite? Comment il respire? Comment il boit? Comment il se positionne? Et après, quand on est au plateau, on n'est pas là à se poser toutes ces questions, sinon la liberté, elle n'existe plus. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, arriver à être dans cette présence, dans cette rigueur de présence, et en même temps garder la liberté de jeu. Moi, c'est vraiment ça que ce travail-là, toute cette partie de travail m'a apporté. Est-ce qu'il y a des spectacles types qui mettent en lumière ce travail? En impro, tu veux dire? Non, je crois pas des spectacles types qui mettent en lumière ce travail. Ou des spectacles qui sont plus à même d'accueillir ce type de jeu? Non, je crois pas. Je crois que c'est un jeu qu'on peut développer, enfin, que chacun développe. Après, tu vas improviser avec quelqu'un qui a un peu ce genre de jeu-là. Alors forcément, ça va pousser un peu plus loin. On a parlé de Mathieu tout à l'heure. On a parlé de Mathieu. Et du coup, Mathieu, il a un jeu assez physique aussi. Il est vraiment. Alors lui, il est physique plus parce qu'il fait des trucs que je ferais jamais. Mais il est quand même très connecté à son corps et vachement dans l'écoute du corps aussi des autres. Et on parle pas non plus de danse ou de choses comme ça. C'est vraiment. C'est vraiment le physique, quoi. C'est un truc. Et du coup, moi, quand je joue avec Mathieu, je sais qu'on développe souvent ce genre de jeu au plateau. Où on va s'amuser sans forcément parler sur des impulses physiques, des choses comme ça qui vont fonctionner. Mais des spectacles spécifiques qui développeraient ça, non. J'aimerais qu'on continue justement à parler des spectacles et peut-être un petit focus sur la partie festival, les mondiaux, Spontaneous, toutes ces expériences que tu as vécues. Oui. Alors les Spontaneous, moi j'en garde un bon souvenir, j'en ai un très bon souvenir, j'en ai fait 2. Et Spontaneous, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je peux redire un peu ce que c'est. C'est et compagnie à l'époque qui organise ça. Et l'idée c'est de réunir des comédiens de plusieurs pays, de plusieurs endroits dans la France, et de préparer pour eux des formes d'improvisation, de spectacles d'impro, mais qui ne sont pas aboutis, dans lesquels il y a déjà eu une recherche, pour lesquels il y a déjà eu une recherche. En fait, chaque comédien chez eux est responsable d'un spectacle. Et puis, quand on est accueilli, on dit toi, tu seras sur tel et tel spectacle. Et il y a des groupes de travail. Et on travaille ensemble, donc avec le comédien qui a déjà préparé. Donc, le travail est mâché parce qu'on n'a que quelques jours. Je crois qu'on travaillait peut-être 2 ou 2 jours et demi, et encore 2 jours, je crois, sur les formes. Et ensuite, on essayait ces formes au plateau. C'était des choses qu'on n'avait pas encore faites, qu'on créait ensemble, là, et puis c'était des tests au plateau, et c'était, devant le public. Et c'était vraiment chouette. C'était vraiment, vraiment très chouette. Déjà, cette complicité et puis cette complémentarité qui se mettait en place assez rapidement autour des spectacles sans qu'il y ait énormément de discussions parce qu'il y avait déjà une ligne artistique du spectacle qui était définie par celui qui l'avait préparé. Donc ça passait au-dessus déjà de pas mal de débats. Et puis on avait tous envie d'adhérer. On savait que quelqu'un avait préparé ce travail pour nous. Donc on avait cette volonté d'adhérer à ce qu'il avait préparé. Et puis, il nous laissait beaucoup de liberté. Et du coup, on mettait le spectacle en place et puis après au public. Et c'est là où moi, je fais
le premier vraiment longue forme, parce qu'on avait monté un spectacle qui ressemblait à du longue forme avant avec la ligue d'après. C'est la ligue d'avant et la ligue d'après, mais qui était un long forme très structuré, qui s'appelait Monsieur Madame, de comédiens, de musiciens, avec beaucoup d'étapes très structurées, des moments où on n'était qu'en visuel, avec que la musique, enfin très écrit pour un long forme quand même. Et là, c'est la première fois où je fais un long forme où on part, on n'a rien en fait, on arrive, je sais plus, je me souviens plus vraiment qui avait mené ce travail au sein des compagnies, mais on arrive, en gros, il y a des costumes de Molière. On parle une demi-journée ensemble, on échange ensemble sur c'est quoi pour nous Molière, c'est quoi les stéréotypes de personnages, c'est quoi les principaux enjeux chez Molière, c'est quoi la façon de parler de Molière, enfin des textes de Molière, des pièces de Molière. Donc on échange autour de ça, vraiment ce que chacun en sait, la vision de chacun, etc. Et puis on doit choisir un costume. Donc moi, j'ai pas beaucoup de choix, parce que dans ma taille, il n'y a pas énormément de costumes. Mais l'idée, c'est qu'on prend un costume et que c'est lui qui va définir notre rang dans la scène, dans la pièce qu'on va jouer le lendemain. Et en fait, ça s'arrête là, notre journée, notre travail sur ce long forme s'arrête là. On s'est mis d'accord sur des références communes et puis on a un costume. Et je reparle de Mathieu, mais il y a encore Mathieu dans ce spectacle. Il y a Julie, il y a Sébastien Blanc qui est du Québec. Il y a un autre gars que je revois tout à fait, mais dont je ne me souviens pas le prénom. Jean-Philippe, non? Non, il n'y a pas Jean-Philippe Lehoux. Non, c'est pas un Québécois, c'est un gars de Paris qui n'a pas de cheveux. Je ne me souviens pas du tout comment il s'appelle. Tu y étais peut-être à ce spectacle? Voilà. Je pensais à Grégory Braco, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Grégory Braco, c'est un autre gars qui fait des peintures murales. Enfin bon, je me souviendrai pas de son nom. Je sais pas s'il fait encore de l'impro maintenant d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans le paysage. Bref, on est 6 ou 8 et on commence juste en demandant au public un lieu de départ. Et le public nous dit une taverne, parce que pas forcément le lieu le plus commun chez Molière. Mais on dit ok. Et qui commence? Lui et elle. Et c'est Mathieu et moi. Et on commence. Et moi, tout ce que je sais, c'est que je suis globalement une servante. Et c'est mon premier vraiment longue forme comme ça, assez libre. On a juste ce cadre de l'époque. Et on joue 2 fois 3 quarts d'heure. C'est ce qui est prévu. Et on s'était tous dit, enfin, ils nous avaient tous dit, vous inquiétez pas, de toute façon, à la pause, on voit qu'est-ce qui est parti comme... et on se recadre et on verra quelle intrigue on suit, quoi. Et là, ça commence à jouer, on joue notre scène avec Mathieu, des scènes qui s'enchaînent, on utilise les balcons, ça joue un peu de partout, puis ça file, ça joue tout seul, ça part dans la salle, dans des tribulations à cheval. Et moi, j'ai l'impression, d'un moment, je me dis, c'est pas possible, les gars, ils ont un scénar, et ils ne l'ont pas dit, et c'est pas possible. On arrive à la pause, et en fait, on se regarde tous, on dit, c'est clair, non, l'histoire qui est posée? Ouais, il n'y a pas de choix à faire, tout est là. Ouais. Et on rejoue les 3 quarts d'heure suivants, donc un spectacle quand même d'1h30, où on est, je crois qu'on est 6 ou 8, on est quand même nombreux, où il y a vraiment tout plein de choses de Molière, et puis le spectacle est super intéressant, vachement bien construit. Franchement, je dis pas ça parce que j'y étais, mais j'étais dedans, j'ai halluciné de ce spectacle. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être en train de créer un truc aussi bien, quoi? J'étais vraiment étonnée de voir la durée du truc. Puis on finit, puis je suis vraiment en mode, les gars, ceux des compagnies, vous aviez Julie, Mathieu, vous aviez mais non. Et là, on décortique un peu et je me rends compte que non, qu'en fait, on était connectés, qu'on avait ces mêmes références et qu'avec l'envie, l'écoute de chacun, qui était vraiment, comme je te disais tout à l'heure, comme il y avait quelqu'un qui avait préparé un travail, on avait tous envie de servir ça. Et du coup, cette envie commune de servir le même objectif, le même travail et d'avoir un beau résultat, ça a donné un truc vraiment magique. Et là, c'est la révélation du long forme pour moi. Je me dis, c'est énorme. Je crois que 2 ans après, tu es championne du monde. Toi, t'as étudié ma bio, toi. Ouais, je suis championne du monde. C'est très drôle de dire que je suis championne du monde. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent d'être championne du monde? Mais énormément. Mais j'ai eu la grosse tête, j'ai tout claqué. Mais non, mais ça rapporte rien du tout. C'est très drôle ce côté justement champion du monde et tout ça, parce que ça a une espèce d'aura. Alors qu'en fait, on a fait un spectacle qui est un décorum, avec un public qui vote, qui reste un grand public, parce que c'était dans une grosse salle quand même, il y avait du monde.
je ne sais plus combien, mais plusieurs centaines de personnes. Alors déjà, je ne suis pas toute seule. Je suis avec un gars qui est récurrent du champion du monde, qui est Ismaël Abia. Donc on gagne déjà cette coupe-là, on est deux, on est un binôme. Et alors il me semble qu'on représente la Suisse. Tout à fait. Et Ismaël Abia vient du Havre et moi de Grenoble. Et donc on représente la Suisse. Donc déjà, ça donne un peu une idée de ce championnat du monde. Et effectivement, on joue ce championnat du monde et on gagne. Mais en fait, on gagne face à 6 autres comédiens. Et ouais, je suis sacrée championne du monde. Les trucs qui me suivent pendant longtemps quand même, parce que un de mes collègues de travail a trouvé que c'était une belle idée de le mettre en avant dans ma présentation. Et du coup, beaucoup de gens me disent « Ah ouais, t'es championne du monde ». Certains sérieusement, d'autres beaucoup moins sérieusement. Tu parles du spectacle Men Invite ? Si tu veux. Alors pas tout de suite, parce que juste avant, il y a 2014 où un nouveau projet s'ouvre à toi. Complètement. Il y a même 2014, même jour de l'an 2014. Prémisse 2014, un gars en marinière me parle d'un projet de théâtre, d'un théâtre dans lequel on accueillera que de l'improvisation, que ça existe déjà aux États-Unis, c'est la mode à New York, mais qu'il n'y en a pas en France. Et je me dis, putain, ouais, c'est génial, l'idée est super. Et puis, on en parle comme ça, mais vraiment, quand on se voit, c'est un copain. Et donc, jour de l'an, de passage de 2013 à 2014, le gars en question, Thomas Debray, me propose d'être directrice artistique de l'Improvidence, qui ne s'appelle pas encore l'Improvidence à l'époque, qui s'appelle Le Projet. Et là, je crois que ma première réaction, j'ai pleuré un peu. Et puis après, j'ai dit oui. Parce que je trouvais le projet fou, parce que je trouvais le projet plus qu'intéressant. J'y voyais artistiquement vraiment plein de possibilités, plein de solutions à des choses qui, moi, commençaient un peu à me peser. Alors justement, est-ce qu'on peut en parler de... Bien sûr. J'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu la ligue d'avant, puis il y a eu la ligue d'après. En fait, moi, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, dans une ligue d'improvisation théâtrale de l'Isère, qui faisait partie à l'époque des 8 ligues officielles en France, reconnues officiellement en France. Et puis, au bout de 3 ans de cette ligue, on est enfermé dans le match. On fait peu d'autres choses à côté. On a une forme cabaret, mais qui est uniquement pour jouer dans la salle à Fontaine, et puis qui est pas très évolutive, qui, en dehors du fait qu'il n'y a pas le décorum, se résume à être un match. Enfin, c'est les mêmes catégories, c'est les mêmes choses. Et nous, avec l'équipe qu'on est là, on a envie de faire d'autres trucs, on a envie de parler d'autres choses, on a envie d'aller explorer d'autres terrains. Sauf que la direction de cette ligue à l'époque n'est pas du tout dans cet esprit. Elle est vraiment dans un esprit, on fait du match. Le match, ça marche. On va pas, en gros, j'ai déjà donné, les gars, là, donc on va faire ce qu'on sait faire. On va faire les shadocks, on va pas arrêter de pomper au cas où il se passerait un truc qu'on maîtrise pas. Donc du coup, on est là, on pompe. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et puis, je suis pas la seule. Donc, on est quelques-uns à dire, écoute, laisse-nous faire, donne les rênes. Et là, non, en fait, ce qui a été le problème, je crois, de pas mal de ligues à cette période-là, de dire, on veut rester sur ce qu'on sait faire, avec des joueurs jeunes qui arrivaient, qui voulaient faire autre chose. Donc, on essaye pendant quelques temps. Et puis, comme ça passe pas, on part. On est 6 ou 7 à partir en même temps. Et on monte une autre compagnie. Comme à l'époque, on n'a même pas idée qu'on peut appeler une compagnie d'improvisation autrement que Ligue. On se place en dessous de la Ligue d'improvisation de l'Isère, on s'appelle Ligue d'improvisation grenobloise, en se disant, bon, on est moins bien, on est plus petits, parce que on est les enfants d'eux. Et là, il se passe une réaction qu'on n'attendait absolument pas, qui est notre directeur de la Ligue d'improvisation théâtrale de l'époque, appelle toutes les autres ligues de France pour leur dire, ils m'ont trahi, je leur ai tout donné et ils s'en vont et je vous interdis, je vous demande de ne pas jouer avec eux. Et là, un élan de solidarité entre ligues professionnelles décide que plus personne des ligues ne jouera avec nous. Donc nous, on vient de monter une compagnie parce qu'on a envie de jouer avec les autres et de proposer d'autres choses et de faire d'autres choses. Et tous les gens qu'on connaît, qui nous ont tous dit pendant qu'on en avait marre, mais vous avez raison, mais barrez-vous, mais restez pas là. Et là, plus personne ne veut jouer avec nous. Alors, les comédiens sont très compatissants.
Mais leurs directeurs de compagnie sont très fermes. C'est non, on les accueille pas. Donc à ce moment-là, je ne sais plus qui me parle d'une compagnie qui, elle, s'est déjà vue couper sa liberté comme ça et qui s'appelle Inédit Théâtre à Strasbourg, où sont Julie Doyel, Mathieu Loos, Marco Mayerl, Anto, je crois à l'époque déjà, Antonin Drédinger. Et ils nous disent, appelez-les, eux, c'est pas une ligue. Ils s'en tapent, au contraire, ils sont comme vous. Et on les appelle eux, on joue un peu avec eux, puis on se rend compte qu'en fait, on est déjà plusieurs à être sortis de ce système-là. Pas parce qu'on en avait marre du match, parce qu'on voulait juste faire d'autres choses. Et du coup, on se retrouve sur le catch au début, parce qu'on est quand même proche de ce qu'on sait faire, donc on n'a pas trop peur. Puis après, tout le monde fait d'autres choses. Et on s'ouvre, et je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que tu disais en 2014. Oui. Donc, ce qui commence, moi, à me saouler dans toutes ces ligues et tous ces trucs, c'est que malgré tout, chacun a son petit coin de verdure et personne ne veut trop en sortir, même dans ces nouvelles compagnies, là, y compris ici à Lyon, aussi à Grenoble. Chacun a sa salle, la salle où il joue, et puis on se mélange pas. Et puis ce serait mieux si tu n'allais quand même pas jouer avec eux. Et puis les amateurs, faut s'en méfier. Et puis tout ce truc-là, moi je viens du théâtre où en fait les comédiens sont libres. C'est-à-dire que c'est normal d'aller jouer avec une compagnie et le lendemain de jouer avec une autre, même si tu peux faire partie d'une troupe pendant un projet. Tu travailles sur un projet, tu fais partie de ce groupe pour ce projet-là, mais tu es libre. Ce que tu as acquis avec tel metteur en scène, ça t'appartient et tu as le droit d'aller jouer ailleurs. Donc quand j'arrive dans l'impro, là où on commence à me dire ce serait bien si tu n'avais pas joué avec eux et tout, non, on vous interdit de jouer. C'est un côté que je comprends pas en fait. Je dis mais pourquoi on se rencontre pas plus? Pourquoi on s'invite pas plus? Parce qu'il y a cette peur de prendre le public. Et du coup, quand l'improvidence arrive, moi je vois là l'opportunité de se détacher de ça. De dire si tout le monde veut bien jouer le jeu, ils vont tous se croiser au même endroit. Si ça tombe bien, si l'alchimie se fait bien, si on donne l'écrin nécessaire à ça, il y a même des choses qui vont émerger de ça. Il y a de la création qui va émerger de ça. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'en fait ils sont pareils, qu'en fait ils ont envie de jouer ensemble, qu'ils ont un lieu pour le faire, où on est prêt à accueillir tout le monde et où on n'a pas un cahier des charges fort. Donc là, je commence à rentrer dans c'est quoi être directeur artistique d'un lieu comme celui-là. C'est changer le cahier des charges de l'impro dans les salles. Le cahier des charges qui existait dans les salles jusque-là, qui était vous jouez un soir par semaine, pour ceux qui avaient de la chance d'avoir une salle un soir par semaine. Mais par contre, les gars, faut être drôle, quoi. Faut être drôle, bien drôle. Parce que si vous êtes drôle toutes les 10 minutes, ça peut être suffisant. Et c'est vrai, à l'époque, c'est ça un peu le cahier des charges quand tu joues à la Marquise ou ailleurs. C'est spectacle d'humour, absolument. Et il faut être là-dedans, sinon l'impro, ça marche moins bien. C'est pas ce qu'on attend, quoi. Et donc pour moi, c'est la ligne, la ligne artistique. C'est difficile de lire une ligne artistique dans un théâtre d'improvisation, mais c'est de dire, il y a un écrin, on va être pédagogique avec le public pour dire ce qu'est l'improvisation, pour faire connaître l'improvisation, et venez réaliser vos envies improvisées, venez de vous donner de la liberté dans ce lieu-là, et il n'y aura pas de match. Et là, au début, c'est un peu la guerre, c'est un peu frontal avec les compagnies, surtout avec les compagnies amateurs qui nous disent nous, on fait du match, quoi. On veut bien venir jouer chez vous, mais on fait des matchs. On fait des matchs à 4, genre, parce que le plateau est petit, donc on va faire des matchs à 4. Et moi, je tiens ce truc-là, envers un peu des fois mes associés, de dire non, il ne faut pas faire de match. Déjà, on va desservir le concept. Parce que pour moi, un match, c'est 6 comédiens de chaque côté, c'est un décorum, c'est un groupe en live, c'est des chaussons. Enfin, c'est un décorum qui existe et qui est fait pour être comme ça et qui marche s'il est comme ça. Et puis essayer de le faire autrement, c'est dommage, ça perd de son intérêt. Donc je dis, on ne fera pas de match. Et au début, c'est un peu difficile. Et puis finalement, les compagnies jouent le jeu. Et puis on voit des compagnies qui assez rapidement même se prennent au jeu et créent un nouveau spectacle par saison.
avec, j'ai souvenir du canapé, j'ai souvenir, alors je me mélange tous les noms de compagnies, ça, faut pas m'en vouloir, mais j'ai vraiment le souvenir de compagnies qui disent, bon, ok, on a envie d'être dans ce lieu, donc on fait autre chose. Et ça, c'était vraiment du plaisir. Et puis de tenir ça, de dire, ok, mais on veut quand même de la qualité, donc vos spectacles, il faut quand même les bosser. C'est pas juste j'arrive et je fais un cabaret d'impro pour dire que je fais autre chose. Et puis il y a vraiment, du coup, des concepts qui se développent un peu dans tous les sens. Et moi, je trouve ça super intéressant. C'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis après, il faut dire ce qui est, au bout de deux, peut-être 3 ans, de direction artistique, l'Improvidence en avait plus besoin. Elle avait pris son chemin, elle avait marqué poser ses jalons, dire qu'est-ce qu'on fait ici. Et puis après, ce qu'il fallait, encore une fois, c'était de la liberté, quoi. Donc voilà. Et il y a aussi l'école qui ouvre. Il y a aussi l'école qui ouvre, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais après, 2016, 2 ans après, je crois, on ouvre l'école. Là, c'est l'idée de se dire, pareil, les ateliers, tout ça fonctionnait beaucoup avec, tu vas dans une troupe ou dans un atelier, puis tu as un intervenant, et puis, ou alors quand c'est dans une compagnie, tu vas peut-être avoir les 3 intervenants de la compagnie qui vont intervenir sur ton groupe dans l'année. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là. Puis l'école, l'idée, c'est de se dire, en fait, on propose des promos, des classes, des groupes, et qui vont avoir plein d'intervenants différents dans l'année, qui vont intervenir sur des thématiques différentes. Et puis surtout, on propose des stages. Des stages avec des thématiques particulières, où du coup, si toi, tu as envie de développer ton jeu plus dans ce sens-là, ou plus dans celui-là, c'est toi qui vas faire ton programme, c'est toi qui vas aller vers tes envies, improviser, vers ce que tu ressens, vers l'improvisateur que tu as envie d'être, aller tester des trucs que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de tester. Vraiment, c'est essayer d'ouvrir aux amateurs, d'ouvrir des portes aux amateurs, quoi. De rendre davantage visible l'impro. Oui. On va tout petit peu Thomas. changer d'orientation parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion en fait d'un lieu ou d'une compagnie. J'ai envie d'avoir un peu plus de matière sur qu'est-ce que tu aimes, en spectacle, ce que tu n'aimes pas. C'est quoi les spectacles que tu aimes aujourd'hui, que tu aimais il y a 5 ans? Comment tu as vécu l'évolution des spectacles d'impro et où tu les vois dans 5 ans? Euh, euh, Moi, ce que j'aime dans les spectacles d'impro, c'est des spectacles où il y a du relationnel, où il y a de l'émotion. J'aime ça. J'aime me fendre la poire et tout, et l'un n'est pas du tout contradictoire. Mais j'aime les spectacles où ça brasse un petit peu quand même, quoi, où on vient nous chercher un peu en tant que spectateur. Je suis plutôt bon spectateur, d'ailleurs, malgré le nombre de spectacles que j'ai pu voir. C'est quoi, par exemple, les spectacles dont tu parles? C'est qui? Ah, tu veux des noms? Ok. Je veux que tu balances. C'est qui les spectacles que j'aime et les spectacles que... D'accord. J'ai pas la mémoire des dates et j'ai pas la mémoire des noms. Non, les spectacles que j'aime, c'est quoi? Allez, pour citer un spectacle plutôt récent et quelqu'un que j'aime beaucoup, je vais citer Fiasco. Alors, qui est très, on va dire, moderne comme style de spectacle, puisqu'il s'inscrit vraiment... Alors, Fiasco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exploration des... Tu mets sur le sous-titre ou pas? C'est un truc sur l'échec du romantisme. C'est quelque chose autour de l'échec du romantisme, exploration des romantismes. Avec Selena Hernandez et produit par La Morsure. Voilà, sur une idée de Célène. Et j'aime ce spectacle parce qu'il y a un personnage qu'on retrouve à chaque fois, qui est Elisabeth Shernan, qu'on retrouve à chaque fois, qui est en quête, quoi, qui est en quête du partenaire, et qui du coup, on la retrouve à chaque fois dans des rencontres. Et donc ce personnage est écrit, enfin est déjà défini. D'ailleurs, je crois que maintenant, c'est une créature, c'est devenu au-delà d'un personnage, elle a presque une vie qui s'est écrite au fil des spectacles. Et elle rencontre des hommes, ou des femmes même, je crois. Non, je crois que des hommes pour l'instant, peut-être aussi des femmes. Ouais. Je ne les ai pas tous vus, j'avoue. Et donc on sait que l'objectif, c'est une rencontre amoureuse, mais après, ça joue, quoi. Ça joue ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Je vais venir te chercher. Comment ça te fait bouger? Dans le jeu et dans ce que tu es aussi. Qu'est-ce que ça montre de la part de toi
quand tu viens dans ce spectacle. Et moi, j'aime ça aussi, où quand on n'est pas juste... J'ai beaucoup aimé le Catch Impro, par exemple, qui a un vrai bon spectacle de divertissement et d'impro court et de punch, etc., où il y a beaucoup de punchline, beaucoup de cabotinage et tout. Mais j'aime maintenant aussi ces spectacles-là où on va un peu chercher la part d'humain du comédien qui est là, aller un peu au-delà du bon mot, de tout ça. L'impro politique, géopolitique, sociétale. Merci. Si, mais c'est pas politique, géopolitique, sociétale. C'est pas quelque chose qui me touche dans ma vie de tous les jours déjà. La politique, la géopolitique me touche pas beaucoup, la société forcément, puisque je suis en plein dedans. C'est plus ce dernier mot-là qui, moi, va me plaire. Sur le spectacle sur Fiasco, on est dans du sociétal quand même, moins que sur Suburbia, par exemple, où on est encore un peu plus là-dedans. Et j'aime ces spectacles de Laurent, par exemple, autour de ça. J'ai eu le plaisir de jouer Happy Hour, l'Happy Hour féminin qui a eu lieu ici, où on est là-dedans, on est dans la société, on est plongé dans le cœur des gens, du quotidien des gens. Ça, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose que je sais faire, moi, que je sais mettre en place. Par contre, j'ai adoré jouer dedans, j'adore le voir, ce spectacle. Y a d'autres choses qui vont peut-être plus loin dans la recherche, dans l'expérimentation, que je trouve... comment on va dire ça? Que je trouve normal. On est dans un moment où l'improvisation... part dans tous les sens, et c'est normal qu'il y ait du travail de laboratoire, et je trouve que c'est chouette qu'on le mette au plateau pour l'impro, pour le public, pour que le public voit tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est possible. Après, c'est vraiment pas des choses qui me touchent encore moins, quoi. Là, je pense plus particulièrement à certains travaux de la morsure, ou même à un truc d'Antoine sur Soirave, des trucs comme ça. En fait, moi, j'ai connu ces choses-là en théâtre. Quand j'étais jeune comédienne, j'ai fait des spectacles comme ça, un spectacle qui s'appelait Le Banquet, où on avait des persos définis et où on faisait manger les gens et où il y avait des scènes de sexe un peu avancées au milieu de la table à un moment dans le spectacle pour voir la réaction des gens en impro, en servant de ce que pensaient les gens, etc., pour faire réagir, pour donner de l'émotion, pour prendre à rebrousse-poil. J'ai vécu ça dans le théâtre. Et je me dis, c'est normal que ça arrive dans l'impro et c'est chouette, mais aujourd'hui où j'en suis de mon parcours, c'est pas des choses que j'aime faire. Juste Happy Hour de création de Joe Fuego et de Laurent Mazet. Oui, merci pour la référence. Cette référence. Et Mets l'invite, c'est quoi? C'est ton spectacle? Ouais, c'est le cadeau que je me fais quand on ouvre l'Improvidence. C'est mon cadeau de naissance de l'Improvidence. Je me dis, j'adore jouer avec les gens. Si j'ai pas de solo d'impro, c'est parce que j'adore jouer avec les gens. Et du coup, Mets l'invite, je me dis, attends, on est en train d'ouvrir un théâtre, on va accueillir plein de gens. Et il est hors de question que je joue pas avec tous ces gens, en fait. Et comme j'aime découvrir les gens et avoir du temps avec eux, je dis, un duo, c'est vraiment ce qui tombe sous le sens. Et j'avais envie d'aller dans l'univers des autres et de leur laisser de l'espace dans cette invitation, parce que c'est vraiment une invitation, c'est dans le titre. Hein. Ce que je dis au début des spectacles, tout est dans le titre. Je suis Mel et j'ai un invité. Et donc, si on se retrouve 1 heure avant et on décide ensemble, vraiment selon dans le move dans lequel on est aujourd'hui, dans ce qu'on a vécu dans les jours et les heures qui viennent de passer, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Est-ce qu'on a envie de se mettre des contraintes et de se coller un challenge? Est-ce qu'on a envie d'être sur du relationnel? Est-ce qu'on a envie d'être complètement libre? T'as quoi comme énergie là? Elle en est où ta batterie aujourd'hui? Tu te sens d'être comment au plateau? Est-ce que tu as envie qu'on se mette 30 personnages à faire à 2 en 1 heure et on se déchaîne comme des dingues et on se tord les méninges? Est-ce que tu as envie de prendre le temps et de donner des émotions et tout ça? Et j'adore ce moment en fait, j'adore ce Mel invite et j'ai joué avec plein de gens. J'ai eu la chance de le jouer avec plein de gens là, ces 5 dernières années. Comment on fait pour jouer un Mel invite et est-ce que Mel refuse
de jouer avec certains improvisateurs ou Non, improvisatrices? non, j'ai refusé personne. Il y a une personne avec qui je craignais de jouer parce que je le connaissais déjà bien en jeu et j'ai pas peur de le citer, c'est Yves Roffi, qui est un joueur donc des compagnies et qui a un jeu qui est pas tellement dans l'émotion et qui a un univers je sais pas quel mot mettre là-dessus, mais assez absurde, mais dans la parole et très très bavard et il nous amène il t'emmène d'un endroit à un autre. Enfin, en gros, il part tout seul et tu t'accroches d'un endroit à un autre et c'est comme ça quand tu es en jeu et c'est le jeu d'Yves. Pour moi, il est bien dans ça et je me disais, dans Mel Invite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'est-ce que ça va donner? Et puis, Yves me dit, moi j'aimerais bien que tu m'invites, parce qu'effectivement je ne l'invitais pas. Il me dit, moi j'aimerais quand même bien que tu m'invites. Je suis limite un peu blessée que tu le fasses pas. Je dis, bon ok, alors on le fait. Et je l'invite, et effectivement, en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'on part dans son univers complètement. Et moi je me dis, mais il faut que j'y aille, parce que Mel Invite, c'est ça. J'invite quelqu'un, et si tu veux aller là où, dans ton univers, c'est là que j'irai avec toi. C'est pas, on va pas aller à la rencontre de nos deux univers, on va aller dans le tien, ok. Des fois, c'est la plupart du temps, on a cette rencontre et c'est un mélange des deux. Mais là, avec Yves, c'est vraiment, on part là, et puis on a fait ce voyage-là, et c'était chouette. On a fait un bon Mel Invite, c'était un bon spectacle. Les gens ont passé un très bon moment, et on était vraiment dans cet univers-là. Et moi, du coup, je suis allée sans résistance, dans son univers à lui, et on a passé un très bon spectacle. Donc non, je refuse pas d'inviter des gens dans le Mel Invite. Est-ce qu'on peut faire des spectacles en entreprise, pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut intervenir en entreprise avec l'impro? Carrément. Moi, je le fais beaucoup. Sous plusieurs formes. La forme que je préfère, c'est la restitution, ce qu'on appelle la restitution. Donc ça peut être d'un séminaire, d'une plénière, de tout un tas d'événements d'entreprise. Ou, encore une fois, avec Mathieu, on s'est dit, c'est vraiment un boulot de sniper, quoi. C'est-à-dire que tu peux des fois passer toute une journée, 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, à écouter des gens qui exposent leur quotidien de travail, qui n'est absolument pas le tien, voire des fois tu ne connais que dalle à ce qu'ils font. Tu vas aller chez des avocats, chez des juges de peine, chez des mecs qui font de microélectronique à Grenoble, des univers que tu ne connais pas du tout. Tu es assis et t'écoutes, et tu prends des notes. Et là, il faut pour le coup être très à l'écoute de ce que ça te fait. Donc c'est là où est pour moi tout le travail de l'improvisateur. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui me fait réagir? Et puis ensuite, tu as des fois 10 minutes. Des fois, tu es resté 7 heures. Et parce qu'ils ont pris du retard, toi, il te reste 10 minutes. Et tu as 10 minutes pour être pile au bon endroit, avec les trucs qui vont les marquer, que tu as sortis. Mais tu as 10 minutes d'ouverture, quoi. Les gars, ils t'ont embauché toute une journée. Tu as 10 minutes d'ouverture pour tirer pile dans la cible. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien parce qu'on découvre vraiment des univers là, par le petit trou de la lorgnette de notre poste de lambda, de j'y connais rien. Et puis on va leur ramener ça. Et à chaque fois, la réaction des gens, c'est pas possible, vous nous avez étudié, vous avez eu des tuyaux, vous êtes pile dedans. Parce qu'on est en surface, parce qu'on a cet œil aussi, de cette façon d'observer et d'écouter qui est liée à l'impro. Du coup, c'est quoi les tips? Comment est-ce qu'on fait pour réussir une bonne restite? Je crois qu'il faut être à l'écoute se faire confiance, être à l'écoute de ce qu'on ressent. Comme en impro, en fait. Quand les gars vont dire quelque chose auquel tu comprends absolument rien, mais vraiment, ça, c'est un moment important. Quand le gars, il parle de ça, il faut partir du principe que tu représentes le reste du monde, en gros, par rapport à eux, quoi. Par rapport à ce groupe duquel tu es en face, enfin par rapport à eux, quoi. Et te dire, je représente le reste du monde, là, qui connaît rien, et toutes les choses qui vont te toucher, être bien à l'écoute de ça, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, ou les choses qui vont me faire rire, des choses qui, pour eux, sont quotidiennes et tout ça, et qui passent crème, mais toi, tu fais... C'est fou ce truc. J'ai l'exemple, j'ai l'exemple dans une entreprise.
Nicomatique en Savoie, où ils ont l'habitude depuis quelques années déjà, parce qu'ils ont une antenne au Japon ou en Chine, de travailler avec un robot, avec un écran. Donc le robot, il a la taille de quelqu'un, comme ça, et il y a un écran, et dans l'écran, il y a le boss. Parce qu'en fait, des fois, le boss, il est en Asie, puis des fois, il est là. Et donc, quand il n'est pas là, bah, il est dans le robot. Et donc, le robot se promène dans la boîte. Et c'est le boss. Donc, quand le robot arrive, les gens, hop, ils posent leur café, genre, enfin, tu vois, c'est vraiment... Et moi, mais ça m'a paru complètement fou quand on a visité cette entreprise. Je me dis, c'est énorme. Et eux, ils s'en rendent plus compte, en fait. Ils sont habitués, voire même, c'est un truc qui les saoule. On a eu des anecdotes, donc là après tu te sers des anecdotes aussi, où les gars s'amusaient à se planquer puis à jeter un chiffon sur la caméra qui lui permet de se diriger pour que le truc se trouve dans un mur. Enfin voilà, ils se sont fait 2-3 délires pour se débarrasser de ce truc. Mais eux, ils y font plus gaffe, et toi t'arrives et tu dis non mais si les gars, c'est quand même complètement dingue d'avoir ça quoi. Nous dans la vie, on n'y pense même pas à ce genre de truc. Donc c'est ça pour moi, c'est garder cet œil un peu neutre, un peu de l'extérieur, et puis venir leur remettre avec nos outils d'improvisateur, prendre un léger décalage par rapport à la situation et puis réagir. J'ai le souvenir, puisqu'on est dans les exemples concrets, j'ai un souvenir très fort encore une fois avec Mathieu. Finalement, dans cette interview, je me rends compte que j'ai beaucoup de souvenirs avec Mathieu. Mathieu, spécial dédicace. C'est les attentats Charlie Hebdo. On est vraiment tous très touchés par ça. Et moins d'une semaine après, on doit intervenir sur en gros la montée de l'intégrisme chez les jeunes. Et on intervient au niveau du département avec tous les dirigeants de structures qui sont confrontés à ces jeunes-là. Et eux, ils ont un séminaire, enfin une journée de plénière autour de ces problématiques, comment chacun réagit, parce que c'est assez nouveau, sur l'enrôlement surtout des jeunes pour partir en Syrie. Hein. On est à ce moment-là de l'histoire de ce truc-là. Et là, il y a les attentats de Charlie, quoi. Et nous, ça, c'est prévu depuis des mois. Et avec Mathieu, on se demande, on se dit, waouh, est-ce qu'on va être capable de faire notre boulot, là on est vraiment touché en tant que personne. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut se permettre de le faire? On est à une semaine du truc. Et les organisateurs, eux aussi, se posent la question. Et puis, il y a la nana qui dit, non, mais on a trop besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ça. On est trop confronté à ça, c'est trop difficile. Il faut que vous veniez, quoi. Donc on dit, bon, bah ok, on y va. Avec Mathieu, juste avant le truc, quoi. On dit, mais comment on va faire pour faire rire les gens, quoi? Et en fait, c'est le job, quoi. On trouve un angle, on part sur des intégristes bretons. Et puis on trouve un angle pour tout décaler, mais pour arriver à parler de tout. Et puis les gars, ils se marrent. Et puis c'est pertinent, parce que du coup, on est touché de plein fouet par tous les témoignages qu'on entend dans cette journée-là, qui sont dingues. Des choses que nous, on ne sait pas, parce que les mecs, ils sont ancrés là-dedans. Ils ont des intervenants qui viennent des services secrets pour leur parler de comment ça se passe dans les méandres de ce fonctionnement-là, quoi, pour qu'ils comprennent à quoi ils sont confrontés vraiment. C'est-à-dire le fait que il y ait des gens qui filent des portables à des gamins avec une liste de contacts à l'intérieur pour que les gamins puissent, quand ils doutent, appeler n'importe qui va les conforter dans le truc. Ils leur envoient des messages régulièrement pour qu'ils se sentent faire partie de quelque chose. Enfin, et on découvre tous les dessous du truc, à quel point c'est dramatique et compliqué. Et puis on trouve l'angle. Et puis ça marche. Et puis on est trop content de l'avoir fait. Et puis on est étonnés tous les deux d'avoir réussi à le faire. Mélinda, je suis venu avec une valise plein de billets. Il y a énormément d'argent, on a même 2 valises. Qu'est-ce que tu en fais? Pour l'impro, tu veux dire? Ah. Qu'est-ce que j'en fais? Je crois que je crois que j'ouvre d'autres lieux comme celui-là, plus grands, et que je leur donne les moyens vraiment financiers de pouvoir accueillir de la création, de pouvoir aller au bout de ce que, 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 de pouvoir aller au bout
de ce que moi je peux projeter d'un lieu comme celui-là et qui aujourd'hui est pas jouable parce que c'est pas la réalité. Parce que moi, on le sait depuis le début du projet, je suis là pour rêver, puis toi, tu es là pour mettre les choses dans le cadre de la réalité. Et donc, forcément, cette réalité, elle nous a mis des limites. Mais moi, si j'ai de l'argent, demain, on ouvre d'autres improvidences et puis je paye des comédiens pour faire des créations, pour avoir du temps de création dans un lieu comme celui-là. Euh, je, je paye des comédiens pour former encore plus les amateurs, pour faire des spectacles ensemble, amateurs et professionnels, parce qu'on a vraiment des choses à se donner, de la fraîcheur et de l'expérience à partager. Ouais, je crois que je fais ça, si j'ai de l'argent. 3 conseils que tu as envie de donner aux comédiens amateurs qui ont envie de s'émanciper davantage, d'explorer le semi-pro, de passer pro. 3 conseils. de- D'essayer plein de choses et de se nourrir de plein de disciplines. L'impro, c'est pas que de l'impro. L'impro, c'est bien quand on a fait du chant, quand on a fait de la comédia, quand on a travaillé le beatbox, quand on a travaillé un instrument, quand on a bossé sur le rythme, quand on sait travailler la marionnette, le théâtre d'objets, quand on a bossé Molière, quand on connaît un peu Shakespeare et Beckett, quand on a lu Stanislavski, tout ça, toutes les autres disciplines, même quand on fait de la menuiserie ou du tricot, tout le reste apporte à l'improvisation, donc vraiment pas hésiter à se diversifier, de la danse, de tout ce qu'on peut faire, et tout ça nourrira quoi qu'il arrive l'improvisation et l'improvisateur. Donc ça c'est le premier conseil. Ne faites pas que de l'impro, parce que vraiment c'est tout le reste qui apporte à l'impro, je trouve. Euh, Ne négligez pas le travail du comédien, la voix, le corps, le placement, la profondeur des personnages. Et un dernier conseil, pour les gens qui veulent se professionnaliser, ben, suivez bien les 2 premiers. Parce que je pense que c'est ce qui fait un bon improvisateur, vraiment. Mélinda, pourquoi tu fais de l'impro? Euh, je fais de l'impro parce que, plutôt que du théâtre, tu veux dire? Non. Déjà, je fais de la scène parce que ça fait du bien, euh, parce qu'il y a de l'amour dans le fait de faire ça. Et je fais de l'impro, pour un mot que j'ai dit beaucoup, c'est la liberté qu'on trouve sur le plateau de l'improvisation. Euh, j'ai vu l'improvieuse de Thierry qui dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et je pense vraiment ça, c'est qu'on peut jouer et donner des parts de soi sans être complètement soi. Et c'est en partie pour ça que je fais de l'impro aussi, je crois. Merci beaucoup, Mélinda Nouette. Je termine en citant Thierry Bilisco, et je suis pas peu fière. Merci Thomas.